Le débat africain, Alain Foucault. Et si après le cuisant échec sociopolitique économique de ces 50 dernières années en Afrique, les hommes acceptaient enfin de céder leur place aux autres? Et si les Africains, devant cet énorme fiasco de la gouvernance, décidaient enfin d'octroyer le pouvoir aux femmes? Et si ces sœurs et mères qui tiennent avec très peu de moyens et beaucoup d'abnégation les millions de ménages au sud du Sahara prenaient enfin les rênes de nos États? Et si ces hommes politiques qui un peu partout traînent des casseroles brinque-ballantes acceptaient enfin de céder leur place à ces sœurs, à ces femmes qui chaque jour dirigent leur ménage sans pour autant crier à la corruption? Et si, en réalité, ces hommes politiques qui un peu partout traînent des casseroles brinque-ballantes avec une solide réputation de corrompus acceptaient de passer le témoin? Mais pour commencer, sans aller jusqu'à l'utopie, comme j'entends déjà certains murmurer, les financiers, pour la plupart, acceptaient de leur accorder un peu plus de crédit, de ne plus les confiner seulement au petit commerce. Après tout, elles ont fait la preuve de leur bonne gestion et de leur solvabilité. Sans aller jusqu'à la provocation, voilà quelques réflexions qui nourrissent le débat dans certains milieux intellectuels africains, fatigués des scandales qui alimentent l'actualité continentale. Pourquoi ne pas accorder plus de place aux femmes, tant en politique que dans les affaires? C'est le thème de notre débat de ce dimanche, enregistré en marge du forum de Bamako dans l'enceinte de l'Institut des hautes études de management, ici dans la capitale malienne, avec plusieurs invités, plusieurs personnalités. D'abord, Madame Aïssata Touré Coulibaly, qui est présidente des femmes chefs d'entreprise du Mali. Elle est également la directrice de la société Multichaîne, expert dans les fruits, légumes et confiseries. Puis, Madame Cécile Aouma Kouassi, présidente et initiatrice de l'Ivoirien de trading de matières tropicales, qui a une idée très originale. La tchéké d'or. La tchéké d'or, le principe est la fabrication de la tchéké conditionnée sous vide dans des sachets. Elle fait quelques autres produits dérivés du manioc. Et enfin, l'homme du plateau, M. Moussa Alassane Diallo, le PDG de la Banque nationale de développement agricole, le BNDA, qui travaille beaucoup avec les femmes. M. Diallo est également le président de l'association professionnelle des banques des établissements financiers du Mali. Alors on va commencer par les femmes, Est-ce que je suis provocateur quand je pense que c'est peut-être le moment pour vous de vous essayer aux affaires, au pouvoir? On va commencer par Madame Kouassi. Je pense que non, ce n'est pas du tout exagéré de penser à cela, parce qu'on se rend compte que de plus en plus, en Afrique subsaharienne, les échecs sont dans tous les pays. On a l'impression que les hommes ont échoué sur toute la ligne. La pauvreté, la famine. Vraiment, on ne sait pas par quel bout prendre les choses pour se rendre compte qu'ils ont fait un petit travail. Et les mères, toujours à l'œuvre, nourrissent, s'occupent, soignent. Je pense qu'il est temps d'y penser. Mais vous ne faites rien dans ce sens-là, on dirait. On vous entend pas beaucoup vous engager en politique. Et dans les affaires, on a l'impression que vous êtes plutôt frileuse, non? Madame Aïssata Coulibaly. Merci bien, nous ne sommes pas du tout frileuses, Alain Foucault. Et la preuve est qu'actuellement, même au Mali, il y a quand même une percée dans le domaine politique au niveau des femmes. Mais ce qu'il faut, à mon avis, ce qu'il faut voir, peut-être qu'en général, si je peux me permettre, on ne peut pas faire de la politique, en tout cas, dans certains pays africains, peut-être même à travers le monde, sans le minimum de ressources. Et on le sait, il ne faut pas se le cacher, tout se paye aujourd'hui. Les places se payent, au niveau des votes, tout est traficoté. Donc il va falloir certainement, pour aider la femme à avoir beaucoup plus de place dans ces instances de décision ou dans ces places politiques. Mais elles doivent conquérir ces places, non? Nous sommes, au fait, on le dit souvent, ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas, c'est pas parce que nous n'avons pas la capacité intellectuelle de le faire, ou nous pratiquons les mêmes écoles que ces hommes-là. Nous avons les mêmes diplômes que les hommes-là. Mais on a Mais en petit nombre, non? Par exemple, on a souvent pensé que dans cette région en Afrique de l'Ouest, le nombre des femmes diplômées est beaucoup moins important que celui des hommes. Oui, mais même ce petit nombre, déjà, peut commencer à faire du bon travail. Et ça commence déjà à faire du bon travail. Mais qu'est-ce qui explique alors que vous ne soyez pas dedans un peu plus en nombre, Madame Kouassi? Je pense qu'il y a une exclusion de fait. Parce que, comme l'a dit Madame Coulibaly, il faut un pouvoir financier. Et les femmes ne l'ont pas. On se rend compte que les femmes sont confinées dans des petites choses, le petit commerce, la petite vendeuse de la rue. C'est difficile. Avec ça, on ne peut pas aller faire de la politique.
Peut-être faudrait-il que vous avanciez dans le domaine économique, parce que ce n'est pas parce qu'on gère un ménage que l'on gère forcément de grandes institutions. Dans le domaine politique, et je pense qu'il y a même certains appuis, en tout cas, qui ont compris ça. Je parlerai même, par exemple, du GTZ au Mali, le pacte GTZ, qui nous a approchés, qui a approché le réseau de femmes opératrices économiques. Et ils avaient initié 2 années de programme pour accompagner les femmes dans la politique. Ensuite, après l'état des lieux, toutes choses faites, ils sont revenus vers les femmes opératrices économiques. Ils disent que le constat est qu'ils ont remarqué qu'il serait difficile de booster les femmes au point de vue politique sans qu'elles ne soient pas accompagnées économiquement. Économiquement. Tout à fait. Donc vous voyez... Mais alors sur le plan économique, on a un banquier sur le plateau qui, lui, travaille avec les femmes. Déjà, sont-elles meilleures gestionnaires ? Oui, merci Alain Foucault. Je voudrais dire tout simplement que les réflexions qui viennent d'être faites par mes sœurs sont pertinentes et justes. Il faut dire tout simplement qu'effectivement, pour passer de la femme entreprise à la femme politique, il faut le pouvoir financier, il faut le pouvoir économique. Alors vous êtes censé les accompagner dans le domaine économique. Exactement. Alors dites-nous, Monsieur Diallo, est-ce que ce sont des bonnes gestionnaires ou bien elles sont faites simplement pour gérer des micro-projets ? Non, les femmes, je vais dire tout simplement qu'en matière d'approche, l'entreprise, c'est la combinaison de 2 facteurs, le promoteur et le projet. Un promoteur sérieux, crédible, compétent et un projet économiquement viable et financièrement rentable. C'est ça que le banquier cherche. Et lorsque nous analysons, n'est-ce pas, cette combinaison promoteur-projet par rapport aux femmes, je pars déjà de 2 comparaisons. Et lorsque nous prenons la femme en milieu rural, la femme qui s'endette en milieu rural, elle s'endette sur l'honneur et sur la dignité. Donc le remboursement du crédit... C'est ça sa garantie, en somme. Ça, c'est la meilleure garantie qu'on puisse avoir. S'endetter sur l'honneur et sur la dignité. En milieu rural. Elles ont plus de dignité et d'honneur que les hommes, finalement, absolument, en milieu rural. Absolument. Ah oui ? Ah, je le dis et je le confirme. Moi, ça me fait 26 ans que je travaille en milieu rural. Depuis 1985 que je travaille à la Les hommes sont voyous à ce point-là ? Je ne dirais pas que les hommes sont voyous, mais toute chose étant par ailleurs égale, je constate dans mes activités professionnelles de 26 années d'expérience que les femmes en milieu rural ont plus de dignité, ont plus d'honneur, ont plus de crédibilité à rembourser le crédit individuel que les hommes. Donc, ça, c'est un premier facteur. Lorsque je fais cette comparaison par rapport à la ville, je ne parlerai pas d'honneur et de dignité, mais en ville, je parlerai de la capacité managériale, comparaison entre les hommes et les femmes. Et je pense aujourd'hui, très honnêtement, qu'on peut affirmer sans aucun risque de se tromper, que les femmes ont une capacité managériale, qu'elles ont le sens des affaires. À quelle échelle ? Est-ce qu'elles ont la même capacité managériale pour les grosses entreprises que pour les PME ? Non. Parce qu'on a souvent dit qu'elles sont bonnes pour gérer les petites affaires. Mais moi, je vous dis... C'est méchant, non ? Non, ce n'est pas méchant. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes qui ont la capacité de gérer les petites entreprises, les PME, les PMI, les très petites entreprises, ont des prédispositions aujourd'hui avérées pour gérer les grandes entreprises. Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 facteurs quand même extrêmement importants dans la conduite d'une PME. D'abord, toutes les questions liées à la recherche de financement, mais aussi la maîtrise des coûts, d'une part, et d'autre part, l'accès au marché. L'accès au marché. Une fois que les femmes qui gèrent les petites entreprises ont acquis des expériences dans ces 2 composantes-là, conduire une grande entreprise devient quelque chose d'extrêmement facile pour elles. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans la situation où il faut offrir de nouvelles opportunités aux femmes pour qu'elles puissent s'engager dans les affaires économiques, pour qu'elles puissent devenir de grandes entreprises, gérer de grandes entreprises, faire de bonnes affaires, acquérir des compétences en milieu économique et financier. Et c'est ça qui va être mais vous êtes le l'élément de président... propulseur pour le domaine politique. Vous êtes le président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali. Que vous disent les banquiers ? Pourquoi ne prêtent-ils pas ? Alors si on est aussi certain que ces femmes-là ont ces capacités managériales, comme vous dites. Oui, je pense qu'aujourd'hui, globalement, les banques disent 3 choses par rapport à l'accès au financement des femmes. La première chose qu'on dit, c'est en général que les projets ne sont pas bien ficelés, que les projets ne sont pas bien montés. Donc ça pose toutes les questions liées, et je le dis très souvent, avec beaucoup d'autres bailleurs de fonds d'ailleurs, que lorsqu'on aborde la problématique, n'est-ce pas, du financement, la problématique du financement des entreprises, il faut l'aborder non seulement en termes d'apport financier que les banques peuvent apporter, mais aussi en termes d'apport non financier que les banques ne peuvent pas apporter. Quand je dis apport non financier, il s'agit de toutes les mesures d'accompagnement en matière de formation, en matière de suivi, en matière de conseil, en matière d'études de marché. Toutes ces questions-là sont en amont, n'est-ce pas, du financement. Et cet amont-là, il faut l'assurer. Donc je pense qu'il y a un premier facteur lié à la qualité et à la pertinence, n'est-ce pas, des projets.
Madame Koulibaly. Tout à fait. Et moi-même, j'ai l'habitude de dire souvent quand on nous demande quelles sont vos priorités, j'ai dit nous n'avons que 2 priorités, la formation et le financement. Si nous arrivons à avoir une très bonne formation pour les femmes, comment gérer son entreprise, comment faire son business plan, etc., etc., je pense que quand on a cet outil-là, quand on est bien outillé au départ, on peut facilement avoir accès au financement et gérer les ressources. J'ai l'habitude de dire également, on peut trouver des ressources, on peut vous aider à avoir des ressources, mais si vous n'avez pas la formation de base pour savoir comment utiliser ces ressources-là... Mais qui doit dispenser cette formation? Cette formation-là, il y a les partenaires au développement qui doivent... Il y a l'État, les partenaires au financement, qui font beaucoup d'ailleurs dans ce sens-là. Ils font beaucoup? Ils font beaucoup de... Les partenaires étrangers ou bien l'État? Des partenaires étrangers, il y a l'État également. Il y a certaines structures de l'État également qui s'occupent de la formation de ces femmes-là, qui s'occupent de la formation des jeunes. Donc il y a l'État, il y a les partenaires financiers, et les partenaires techniques du monde. C'est la même chose en Côte d'Ivoire, vous êtes c'est vrai que c'est la même chose, mais je pense que ce n'est pas suffisant ce que fait l'État. Parce qu'il revient d'abord à nos États de s'organiser pour prendre en charge ces femmes qui n'ont pas la capacité aujourd'hui, pour les amener en termes de capacité vers les banques. Il n'y a pas un programme précis, visible, en tout cas en Côte d'Ivoire, qui permette aux femmes d'aller de l'informel au formel, par la formation, par les appuis, les capacités de suivi, évaluation de leurs activités, et ensuite aller vers une banque avec un projet. Même quand elles ont un projet, elles n'ont pas la capacité d'y aller. Nous avons fait une petite expérience par rapport à notre projet à Tiekédor. On a réussi à prendre les femmes du milieu rural, qui étaient nos partenaires en termes de production de la matière première. On a dû les organiser d'abord. On s'est mis à la place de l'État de Côte d'Ivoire pour organiser ces femmes, les former avec les bailleurs du développement, au développement. On les a formées. On a ensuite allé vers ces mêmes bailleurs-là pour acquérir un peu d'argent et faire des unités de transformation à la base dans les villages. Mais et l'État, où il est? Ça fait beaucoup de problèmes. Moi, je pourrais peut-être rajouter qu'il faut également une bonne organisation de tout ça. Parce que les femmes dans les zones rurales, elles sont un peu éparpillées, même Et les distances sont importantes, il n'y a pas d'infrastructure. Oui, mais les regrouper au moins en association. Parce qu'il est extrêmement difficile d'aller atteindre une femme, toutes les femmes. Il faut les regrouper en association. Il y a ce premier point. Et le deuxième point également, nous avons énormément d'organisations, d'appuis qui sont un peu partout éparpillés dans la nature. Il faut peut-être faire l'état des lieux, savoir qui fait quoi. L'État est tenu par les hommes, visiblement, qui n'ont pas tellement envie que ça change. Peut-être devriez-vous vous organiser. Qui fait ça? Bon, ça, je pense que ça doit quand même relever de l'institutionnel. Ce sont eux qui sont les représentants. Oui, mais s'ils décident qu'ils ne le feront jamais parce que ça ne les arrange pas, vous voulez arracher le pouvoir, on ne va pas vous le donner comme ça. Nous le ferons parce que nous nous organisons. Aujourd'hui, par exemple, il y a des organisations, il y a des réseaux qui se forment. Il y a des réseaux qui sont formés, qui deviennent de plus en plus puissants. Donc ces réseaux-là vont elles-mêmes vers ces structures d'appui pour voir comment ils peuvent nous aider à regrouper davantage les femmes pour qu'on puisse avoir une seule entité opaque et ainsi faire le tampon donc entre les femmes donc, et ces structures d'appui. Mais je pense que c'est vrai que les femmes, en s'organisant, peuvent arriver à former une masse critique capable de faire la pression. Parce qu'il y a tous les institutionnels, en termes même d'appui au développement, traitent d'abord avec les États. Vous avez beau vous organiser, aujourd'hui, de plus en plus, les gens vont vers la décentralisation. Ils vous disent, est-ce que le maire de cette zone est impliqué dans votre projet? Alors, donc, on nous renvoie toujours vers l'État. Et donc, il y a des limites, même si on s'organise. Vous avez l'air de dire que l'État est un frein. Oui, peut-être devrait-on s'adosser aux banques, non? Oui, bien sûr, on peut s'adosser aux banques. Je le disais tout à l'heure, le premier facteur limitant pour l'accès des femmes au financement, je l'ai dit, c'est la qualité des dossiers. Le deuxième facteur limitant qui était en général évoqué par le banquier, c'était la faiblesse des garanties. Mais le banquier de 2011 n'est pas le banquier de 90. Si le banquier de 90, au premier contact avec les clients, avait pour souci d'évaluer les garanties sur lesquelles vont être adossés son financement,
Aujourd'hui, pour le banquier 2011, la garantie ne fonde pas le crédit. Donc, c'est la pertinence du projet qui est présentée. Oui, mais est-ce que ces femmes qui représentent pour vous, en réalité, un vivier, une clientèle intéressante, vous ne pouvez pas, en tant que banquier, commencer à participer à la formation et à l'organisation de ces femmes parce que, en fait, vous faites un investissement? Oui, tout à fait. C'est en cela que j'allais arriver. Les dames viennent d'indiquer tout à l'heure qu'il y a effectivement des mécanismes de formation qui est disponible au niveau de nos États. Si vous prenez le cas spécifique du Mali, il y a le FAFPA, ce qu'on appelle le Fonds d'appui à l'apprentissage et à la formation professionnelle, pour lequel, n'est-ce pas, tous les salariés, toutes les entreprises cotisent généralement. Donc, par rapport à cette problématique de formation, je pense, et même d'accompagnement des femmes, ce que je propose et je dis toujours, c'est qu'il faut un dialogue à 3 voies. Il faut un dialogue à 3 voies. Le dialogue entre les États, donc les représentants des pouvoirs publics, les réseaux des femmes et les banques. Et lorsqu'on se trouve dans un dialogue à 3 voies, c'est en ce moment-là que nous pouvons peser de toute notre force pour orienter d'abord les mais formations. il y a quand même une injustice, il y a quand même une injustice qui est criarde. Moi, je pense que la vocation d'une banque n'est pas de faire une formation. En fait, non, mais je veux dire, la banque fait un investissement peut-être en partant sur des femmes. Oui. En misant sur les femmes, les banquiers se disent à ce moment-là, nous misons sur des gens qui sont beaucoup plus crédibles que ceux qui traitent avec nous traditionnellement, qui n'ont pas besoin de formation, c'est vrai, mais avec qui on perd de l'argent. Or là, on a des personnes qui sont reconnues comme étant des personnes d'honneur, qui remboursent leurs dettes. Exactement. Pourquoi ne miserait-on pas un peu plus sur elles pour l'avenir ? Non, aujourd'hui, ça peut être une piste de réflexion. Non, aujourd'hui, non, il y a 2 choses que je dis toujours, et ça je le dis en tant que président de l'APB du Mali, c'est que aujourd'hui, l'association des professionnels de banque. Voilà, l'association professionnelle des banques du Mali, la croissance économique dans l'espace humois se fera avec l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Se fera avec ou les femmes ou ne se fera pas, premièrement. Deuxièmement, la croissance des années à venir de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se fera avec les PME ou ne se fera pas. Donc je pense que voilà 2 dimensions pour lesquelles toutes les réflexions doivent être aujourd'hui ouvertes de façon à assurer... Oui, mais qu'est-ce que vous faites dans ce sens, vous, banquier, alors? En ayant ce constat, que faites-vous derrière? Nous, on fait 2 choses. La première chose que nous faisons, c'est qu'il faut qu'au niveau du système bancaire, nous puissions développer des produits financiers et bancaires adaptés à la couverture des besoins de financement spécifiques et des femmes et des petites entreprises. Pas seulement dans la microfinance. Non, je ne suis pas dans le domaine de la microfinance. Je suis vraiment dans le stade d'entreprise. Je ne suis vraiment pas dans la microfinance. Donc, il faut que les banques puissent développer, n'est-ce pas, des produits financiers et bancaires adaptés à la couverture des besoins de financement. Est-ce que c'est la tendance aujourd'hui? Ah, c'est la tendance. Toutes les banques aujourd'hui développent en leur sein des structures dédiées au financement des PME et des TPE, des très petites entreprises. C'est le cas, Madame Koulibaly? Tout à fait. Vous qui êtes au Mali? Oui, tout à fait. La BNDA, je l'ai dit que c'était la banque par excellence parce que je sais que c'est une banque rurale, si je peux me permettre, l'agriculture. Banque nationale de développement agricole. Exactement. Et étant donné que nous avons pratiquement 80% de la population qui sont dans les zones rurales, donc je sais que la BNDA fait beaucoup pour ces femmes-là. Indépendamment même de ça, les PME et les PMI également vont vers la BNDA. Nous pouvons citer d'autres banques qui ont essayé de mettre des programmes pour financer les activités des femmes. Ça traîne, mais on sent quand même qu'il y a un début. Et ces banques-là deviennent de plus en plus attentifs donc, aux femmes et essaient donc de mettre des produits adaptés donc, aux activités des femmes. Parce qu'il y a des toutes petites entreprises, il y a des entreprises qui sont un peu plus structurées, d'où la nécessité, comme l'a dit le PDG de la banque, de voir des produits adaptés donc à la taille des entreprises des femmes. J'ai envie de dépasser, n'est-ce pas, ces qualificatifs-là, parce qu'en réalité, aujourd'hui, les banques doivent faire des efforts. Je l'admets, elles font beaucoup d'efforts pour le financement de l'économie, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Les banques peuvent mieux faire, je dirais. On va en parler dans la seconde partie de ce magazine dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Dans cette seconde partie, nous parlerons à la fois de ce que les banques doivent véritablement faire dans ce sens-là, puis également on va parler des activités de ces dames qui chaque jour créent des entreprises dans l'ombre et avec très peu de moyens. Et aussi la difficulté qu'elles peuvent éprouver à la maison même pour créer leur entreprise, parce qu'on m'a dit que l'un des plus gros freins venait déjà de la maison. Il paraît que les hommes ne sont pas encore prêts de voir leurs femmes créer des entreprises et être leur patron. Rendez-vous donc dans une dizaine de minutes.